La troisième séquence est consacrée au sexe et au droit. Donc, nous allons nous intéresser dans cette partie donc, au rapport qu'entretiennent droit et sexualité. Le principe, c'est celui de la liberté sexuelle. Dès lors, il va falloir évoquer les contours de cette liberté en matière de sexualité. C'est ce que je me propose d'étudier. Et ensuite, de voir avec ma collègue les principales infractions et leur logique en ce domaine. Donc, sur la première partie, j'interviens donc sur la liberté sexuelle. 2 points à voir. Le consentement, le fait que le consentement en matière de sexualité est le critère d'une pratique sexuelle licite. Et ensuite, en deuxième sous-partie, essayer d'illustrer ce propos à partir de 2 exemples. Donc sur le consentement est devenu, avec l'émergence de la notion de développement de la personnalité, de l'autonomie personnelle, une notion tout à fait centrale dans les rapports entretenus entre le droit et les relations sexuelles. Il est, je dirais, ce consentement la clé du dispositif juridique. Autrement dit, le consentement est devenu le critère entre les comportements sexuels licites et les comportements sexuels illicites. L'idée générale à retenir est en effet que le droit doit a priori rester hors du champ de l'activité sexuelle consentie, parce qu'elle relève par hypothèse de l'intime. À partir de ce postulat, vous le verrez avec ma collègue, vont être incriminés les actes sexuels qui sont imposés. Une autre limite toutefois existe, c'est en matière de sexualité, mais là aussi Camille Bourdère le verra, c'est la question de la pédophilie. En effet, là, indépendamment de la question du consentement, toute relation sexuelle avec un mineur de moins de 15 ans est prohibée. Donc, sous cette seule réserve, la sexualité est libre. Si, historiquement, certaines sexualités ont pu poser problème, l'évolution de la jurisprudence, et en particulier de la jurisprudence européenne, relative, par exemple, à l'homosexualité, est significative de la dissociation, aujourd'hui établie, entre le droit d'une part et la morale d'autre part en matière de sexualité. Pour vous rappeler les choses rapidement, initialement, la Cour européenne des droits de l'homme a admis que certains États prohibent des relations homosexuelles consenties. Et puis, en 1981, dans un arrêt important de la Cour européenne des droits de l'homme, de John contre Royaume-Uni, la Cour a condamné le Royaume-Uni, qui, plus exactement, en fait, ça concernait donc l'Irlande du Nord, qui réprimait de façon pénale l'homosexualité entre adultes consentants. Et là, pour la première fois, la Cour considère que l'État a commis une ingérence illégale dans le droit au respect de la vie privée. Plus récemment, la Cour a également jugé que la répression de rapports sexuels entre hommes pratiqués en groupe était contraire à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. C'est un arrêt, toujours contre le Royaume-Uni, ADT contre Royaume-Uni de 2000. D'accord ? Alors, quelques illustrations. Alors, les illustrations concernent le sadomasochisme et la prostitution. Le sadomasochisme. Pourquoi ? Parce que la Cour européenne a eu à connaître plusieurs affaires de pratiques sexuelles sadomasochistes, dont l'une d'une extrême violence. Et cette jurisprudence nous permet de voir que la Cour paraît de plus en plus compréhensive à l'égard de ce type d'activité, confirmant donc l'idée que j'avançais, qui est celle du libre choix de sa sexualité. En effet, on va constater, je vais vous citer 2 arrêts, qui vont nous permettre de constater un infléchissement de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. La première affaire concernant des sadomasochistes date de 1997, Lasquet contre Royaume-Uni. La seconde que nous verrons ensuite, 2005, KAAD, ce sont les initiales, contre Belgique. Donc la première, en date de 1997, concernait donc des pratiques sadomasochistes et qui avaient été donc prohibées par l'État, en l'occurrence le Royaume-Uni.
La Cour saisit donc de cette question, et toujours de la même, à savoir déterminer si l'ingérence étatique était conforme ou non à la Convention, et donc en particulier à l'article 8, paragraphe 2. La Cour analyse l'ingérence et considère qu'elle poursuivait un but légitime qui était de protéger la santé des personnes. Alors, il s'agissait bien de pratiques sadomasochistes librement consenties, donc avec une certaine violence. Toutefois, il ressortait des faits que les blessures étaient relativement superficielles puisqu'elles n'avaient pas nécessité l'intervention d'un médecin. D'accord ? Tout cela pour vous dire qu'il est intéressant de constater que la Cour se fonde sur l'objectif de protection de la santé dans un cas où l'atteinte à la santé n'est pas véritablement avérée. Autrement dit, n'est pas avérée. Autrement dit, il y a la Cour se fonde sur, en quelque sorte, une dangerosité potentielle de la pratique. Bon. Plus récemment, en 2005, elle est de nouveau confrontée à une affaire concernant des sadomasochistes, cette fois qui a causé des atteintes à l'intégrité physique extrêmement fortes. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous pouvez lire l'arrêt. Les arrêts de la Cour sont extrêmement détaillés, et il y a une atteinte très forte à l'intégrité de la femme. Et à cette occasion, la Cour donc examine la législation, en l'occurrence belge, qui a permis l'incrimination des participants. Alors, ce que dit la Cour, c'est que c'était bien, cette incrimination, elle résultait bien d'une loi, donc le premier caractère était respecté, à savoir la prévisibilité de la loi. Ensuite, il s'agissait de savoir si on poursuivait un but légitime. Donc là, la Cour estime que le but légitime existe, puisqu'il s'agit de protéger autrui. Dernier élément d'appréciation, c'est le plus délicat, c'est-à-dire la proportionnalité entre la mesure prise, limitant la liberté, et l'objectif poursuivi. Alors, dans ce cas-là, on est, contrairement au cas que nous avons vu dans la deuxième séquence concernant par exemple l'avortement, où je vous disais, les États dans ce domaine disposent d'une marge nationale d'appréciation large, parce qu'il s'agit de la vie des personnes. Là, comme ça concerne la question de l'intimité, la marge nationale d'appréciation des États, la marge nationale, est réduite, elle est faible. Donc, de ce point de vue, la Cour estime que l'ingérence, même s'il y a une marge nationale d'appréciation réduite, l'ingérence est en l'espèce justifiée, dans la mesure où le consentement de la victime n'a pas été respecté par les autres protagonistes, en l'occurrence les requérants. Pourquoi ? Parce qu'il était convenu d'un code entre les personnes, et à un moment, par ce code, la femme a retiré son consentement à la pratique. D'accord ? Donc à partir de là, défaut de consentement, donc pratique qui peut être considérée comme illicite par le droit national. Au-delà de l'espèce, on comprend, à contrario, que pour le juge européen, dès lors que des pratiques sadomasochistes seraient consenties, même d'une particulière cruauté, le droit à l'autodétermination tel qu'il découle de l'article 8, paragraphe 2, interdit toute intervention de l'État par le biais du droit pénal. Pourtant, on sait aussi que le consentement de la victime n'efface pas, si vous voulez, la qualité, le caractère criminel d'un acte. D'accord ? Donc ça pose des interrogations en matière de droit pénal. Voilà pour le sadomasochisme. Maintenant, s'agissant de la prostitution. La prostitution, on peut distinguer trois grands régimes juridiques dans ce domaine. Le premier, qui consiste à autoriser la prostitution tout en le contrôlant, de façon à préserver l'ordre public. C'est ce qu'on appelle en général le réglementarisme. Le deuxième régime juridique consiste à combattre ce phénomène qui est considéré comme un fléau, afin que la prostitution disparaisse. C'est ce qu'on nomme en général l'abolitionnisme. Et enfin, dernier régime juridique possible, qui vise à interdire purement et simplement cette activité, c'est le prohibitionnisme. Alors, en Europe, que constate-t-on ? Donc, quand je dis l'Europe, c'est toujours le système conventionnel européen des droits de l'homme.
du temps où il existait une commission, la Commission européenne, qui opérait un filtre par rapport à la Cour. La Commission européenne a eu l'occasion de considérer que l'interdiction de la prostitution par un État ne viole pas l'article 8. Donc c'était toujours la même chose, de déterminer si le droit au respect de la vie privée empêchait un État d'interdire cette pratique. La Commission européenne a considéré que non, dans la mesure où les relations sexuelles qui résultent de la prostitution, autrement dit d'une volonté de rémunération, sont un métier et ne relèvent donc pas de la sphère privée. Autrement dit, la prostitution n'est pas protégée par le biais de l'article 8, puisqu'on n'est pas dans la sphère privée. Dès lors que c'est rémunéré, on sort de ce cadre-là. Plus récemment, la Cour européenne des droits de l'homme, en 2007, a eu à se prononcer dans un arrêt Tremblay contre France et a affirmé que la prostitution est incompatible avec la dignité de la personne humaine dès lors qu'elle est contrainte. A contrario, on comprend que la prostitution choisie, en tant que telle, est une activité économique et n'a pas lieu d'être interdite. Donc après, on a eu des jurisprudences sur la traite d'êtres humains. Évidemment, ceci va tomber sous le coup de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et en particulier de l'article 4 qui interdit l'esclavage et la traite des êtres humains. S'agissant de la France, rapidement, la prostitution en France est théoriquement libre puisqu'elle n'est pas interdite. En revanche, le proxénétisme est interdit. En outre, une loi de 2003 fait du racolage passif un délit. Aujourd'hui, pour passer vite et laisser la parole à ma collègue sur les infractions, aujourd'hui le débat, peut-être l'avez-vous entendu dans la presse, le débat porte sur la pénalisation du client. Une mission parlementaire s'est constituée sur la prostitution à l'été 2010. Elle a rendu un rapport en avril 2011. Dans son rapport était préconisée donc notamment la pénalisation du client. Ceci a fait l'objet d'un dépôt de proposition de loi le 7 décembre dernier. L'idée serait que les clients de prostituées soient passibles de 2 mois de prison et d'une amende de 3 750 €, alors qu'à l'heure actuelle, ils ne le sont que si c'est à l'égard de mineurs ou de personnes considérées comme vulnérables. En plus de cette proposition de loi, en décembre dernier, il y a eu une résolution qui a été adoptée par les députés, dans laquelle est affirmée la position abolitionniste de la France. Donc vous l'avez compris par rapport aux définitions que je vous donnais au début. L'idée, c'est donc que la prostitution est envisagée comme un fléau qu'il convient d'endiguer sans s'en prendre aux prostituées, mais plutôt en endiguant le phénomène par la pénalisation du client. Voilà, donc il est dit dans cette résolution, et je terminerai sur ces mots, la France réaffirme la position, donc est réaffirmée la position abolitionniste de la France, dont l'objectif est à terme une société sans prostitution. Donc vous l'avez compris, le droit, en principe, se désintéresse donc des relations sexuelles consenties, qui sont protégées, vous l'avez aussi compris, sur le fondement du droit au respect de la vie privée. Et donc maintenant, on va voir les infractions dès lors que ces conditions ne sont pas réunies. Alors, on vient de voir que le consentement était au cœur de la pratique sexuelle licite. Donc, évidemment, ça amène la question suivante. Que se passe-t-il quand il n'y a pas de consentement? Et pour rejoindre les thématiques que j'ai développées dans la première séquence, on pourra également se demander est-ce que le consentement du mineur est un consentement classique dans ce cadre? Et on pourra même plus largement se demander quelle est la liberté sexuelle lorsque le comportement sexuel a lieu dans le cadre familial. Alors d'abord, en réponse à la première question, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas de consentement au comportement sexuel, eh bien, le droit pénal vient incriminer les comportements sexuels auxquels la victime n'a pas consenti. Il y a donc ce qu'on pourrait appeler d'une manière générique les infractions sexuelles. Le fait de porter atteinte à la liberté sexuelle d'autrui en lui imposant un comportement sexuel ou en l'incitant à adopter un tel comportement peut donc s'appeler une infraction sexuelle, sachant que c'est un terme qui n'est pas utilisé en tant que tel dans le code pénal, qui en fait définit un certain nombre de catégories, de sous-catégories d'infractions sexuelles. Certains comportements viennent effectivement porter atteinte à la liberté d'autrui, puisqu'on va exiger de la victime un comportement alors même qu'elle n'y consent pas.
Ça, ce sont ce qu'on appelle des atteintes sexuelles. C'est le cas, et ce sont des sous-catégories, des agressions sexuelles, des atteintes sexuelles sans violence sur un mineur et du harcèlement sexuel. Donc là, je viens de vous citer 3 infractions, agression sexuelle, atteinte sexuelle sur mineur sans violence et harcèlement sexuel, qui relèvent de la catégorie des atteintes sexuelles comme infraction portant atteinte à la liberté sexuelle d'autrui. Mais dans les infractions sexuelles, il y a aussi des comportements qui ne mettent pas en jeu la liberté sexuelle d'autrui, en ce sens que l'auteur n'attend pas une participation active de la victime. Le droit pénal sanctionne aussi ce qu'on appelle des comportements outrageants, donc dans lesquels, en fait, on ne porte pas atteinte à la liberté d'autrui, mais il y a une atteinte aux bonnes mœurs, à la pudeur publique. Alors, par exemple, c'est le cas de l'exhibition sexuelle ou de la diffusion de messages pornographiques pouvant être perçus par un mineur, etc. Il y a une liste d'infractions où la liberté sexuelle d'autrui n'est pas véritablement en jeu. Donc nous, pour rester dans la continuité de ce qui a été développé dans la première partie, évidemment, on s'intéressera uniquement aux infractions sexuelles qui portent atteinte à la liberté sexuelle d'autrui. Il s'agit de forcer la volonté de la victime. Donc là, on voit que le pivot de l'incrimination, ce qui permet de qualifier l'infraction, c'est l'absence de consentement de la victime. C'est-à-dire qu'on met en avant l'importance de l'autre, d'autrui. Et ça, c'est très important parce que ça signifie que pour qu'il y ait une infraction, il faut qu'il y ait un autre. C'est-à-dire que l'infraction sexuelle sur sa propre personne n'existe pas, n'est pas incriminée en tant que telle. Par ailleurs, il faut qu'il y ait un autre vivant. C'est-à-dire qu'une pratique sexuelle sur un cadavre ne va pas être incriminée au titre des infractions sexuelles dont je suis en train de parler, notamment ne sera pas considérée comme une agression sexuelle. Pour autant, le droit pénal, bien sûr, prend en compte ce comportement et l'incrimine. Mais alors, ça sera pour atteinte au respect dû aux morts. Donc, l'agression sexuelle et le harcèlement sexuel sont des exemples d'infractions sexuelles portant atteinte à la liberté d'autrui. Alors, je vais uniquement développer le cas de l'agression sexuelle, puisqu'il ne s'agit pas ici de faire un panorama de toutes les infractions qui existent. L'agression sexuelle, elle est définie comme une atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. Donc évidemment, on voit bien que si on est contraint, si on agit sous la violence ou la surprise ou la menace, c'est qu'on n'a pas consenti. Et notamment en ce qui concerne la contrainte, c'est tout type de contrainte qui est envisagé, puisqu'il s'agit bien sûr de la contrainte physique, donc quand on est contraint physiquement, mais également de la contrainte morale. Et dans ce cadre, le législateur en 2010 a ajouté une précision dans les textes, en indiquant que par exemple la différence d'âge qui pouvait exister entre une victime mineure et l'auteur des faits pouvait s'analyser en une contrainte morale. Alors, parmi les agressions sexuelles, il y a bien sûr le viol, qui est l'illustration par excellence de l'agression sexuelle, et en même temps, c'est un exemple très spécifique au sein de la catégorie d'agression sexuelle, parce que le viol suppose une pénétration sexuelle de la victime, alors que les autres agressions sexuelles ne supposent pas une telle pénétration. En outre, le viol est la plus grave des agressions sexuelles, en tout cas elle est considérée comme telle par le Code pénal, puisque le viol est un crime, alors que les autres agressions sont considérées comme, constituent des délits. Donc pour que l'agression sexuelle, la qualification soit retenue, il faut une absence de consentement, ce qui montre bien qu'aujourd'hui, le droit pénal s'attache vraiment à protéger la liberté d'autrui et non pas à sanctionner un comportement immoral ou anormal. La preuve en est qu'on ne va pas s'intéresser, par exemple, à la moralité de la victime. Ce n'est pas parce que la victime est réputée facile que l'infraction ne sera pas caractérisée. Alors, s'agissant de cette absence de consentement, parfois il n'y aura aucune difficulté. Les faits montreront que la victime s'est clairement opposée, qu'elle a refusé le comportement, et donc il n'y aura pas de difficulté pour qualifier l'infraction. Mais d'autres situations seront plus problématiques, et il faut tenir compte des cas dans lesquels la victime n'a pas pu, en raison de son état physique ou mental, n'a pas pu donner son consentement. Alors, je pense ici, par exemple, à la personne qui subira une agression sexuelle alors qu'elle est sous l'emprise d'une drogue.
Cet exemple permet de comprendre, donc dans ce cas-là, bien évidemment, l'agression sexuelle pourra être retenue, et ça permet de comprendre que ce qui est exigé, pour que le comportement ne soit pas qualifié d'agression sexuelle, c'est un consentement, non pas forcé, arraché à la victime au besoin en lui administrant une certaine substance, mais c'est un consentement libre, éclairé et conscient. Alors, dès lors, on peut s'interroger sur le cas spécifique du mineur. Parce que le mineur, en raison de son jeune âge, de sa fragilité sur ces questions, est-ce qu'on peut considérer qu'il a un consentement libre, éclairé et conscient? Lorsque le mineur refuse clairement le comportement sexuel qu'on tente de lui imposer, évidemment, il n'y a aucune difficulté. L'infraction est caractérisée, non seulement elle l'est, mais en plus, le fait qu'elle soit pratiquée sur un mineur est une circonstance aggravante. Mais qu'est-ce qui se passe quand le mineur ne refuse pas ? C'est-à-dire quand il consent. Alors on peut se demander si on doit automatiquement considérer que du fait que la personne victime est mineure, même si elle a verbalement consenti, en réalité, ça n'est pas un consentement au sens réclamé par le droit pénal. En fait, le droit pénal ne va pas régler les choses de cette façon. Le droit pénal considère que si le mineur a donné son consentement, la qualification d'agression sexuelle ne sera pas retenue. Alors, il y a une exception sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, lorsqu'on parle d'un mineur qui est vraiment en très jeune âge. Pour lui, parfois, le juge va considérer que son très jeune âge fait qu'effectivement, il n'a pas pu consentir de manière libre et éclairée. Mais pour le reste, d'une manière générale, si le mineur a donné son accord, on ne peut pas retenir la qualification d'agression sexuelle. Pour autant, aujourd'hui, le droit pénal entend bien protéger le mineur, vous vous en doutez. Donc pour lui, il y a une incrimination spécifique. C'est l'atteinte sexuelle sur mineur sans violence. Alors cette infraction nous permet de dire que finalement le mineur, il est protégé, même lorsqu'il a donné son consentement à l'acte sexuel. Mais cette infraction ne joue que si l'auteur des faits est majeur. Tout à l'heure en introduction, on vous disait le mineur de moins de 15 ans, même s'il est consentant, pourra invoquer le droit pénal en cas d'atteinte sexuelle, mais à condition, dans ce cadre, que l'auteur des faits soit majeur. Et donc, c'est pour ça que dans ce cadre-là, on retient l'atteinte sexuelle sur mineur sans violence puisqu'on a obtenu le consentement du mineur. Alors, aujourd'hui, pour cette infraction, on considère deux périodes dans la minorité. Le mineur de moins de 15 ans et le mineur entre 15 et 18 ans. Pour le mineur de moins de 15 ans, l'infraction sera caractérisée dès qu'il y a une atteinte sexuelle commise par une personne majeure, avec le consentement de la victime. Donc de deux choses l'une, soit il n'y a pas le consentement et c'est une agression sexuelle, soit il y a le consentement et c'est une atteinte sexuelle sur mineur sans violence. En fait, en incriminant ce comportement, le législateur porte un jugement de valeur. Il considère que les relations ou les actes de nature sexuelle sur un mineur de moins de 15 ans, même consentant, constituent une infraction parce que le mineur est trop jeune. Et quand le mineur est vraiment très jeune, alors il n'y a pas d'âge fixé par le code pénal, c'est en fonction un petit peu des situations qui sont soumises au juge. Quand le mineur est très jeune, la jurisprudence considère même qu'en réalité, même s'il a verbalisé un consentement, il n'a pas pu donner un consentement éclairé. Et dans ces cas-là, le juge va retenir la qualification d'agression sexuelle. C'est très important, parce que imaginez que le comportement incriminé soit celui d'un mineur. Imaginez un mineur de 17 ans qui a un comportement sexuel sur un mineur de 5 ans. Ce mineur de 17 ans n'est pas majeur et donc en principe il ne peut pas tomber sous le coup de l'incrimination atteinte sexuelle sur mineur sans violence. Donc pour sanctionner ce comportement, il faut tomber dans la catégorie des agressions sexuelles. Et pour ça, il faut reconnaître que le jeune mineur, même si verbalement il a consenti, en réalité a exprimé un consentement qui n'est pas libre et éclairé. Donc le juge, par ce biais, réussit à se rattacher à l'incrimination d'agression sexuelle. Alors là, on a vu le cas du mineur de moins de 15 ans. Quand le mineur a entre 15 et 18 ans, en principe, l'atteinte sexuelle, enfin le comportement sexuel à son égard, n'est pas punissable. C'est le principe de la liberté sexuelle, c'est-à-dire qu'après 15 ans,
on estime qu'on est libre d'avoir des relations sexuelles avec un mineur ou avec un majeur. Toutefois, le législateur entend là encore protéger le mineur, parce que toutes les situations ne sont peut-être pas comparables. Et notamment, le législateur tient compte des situations dans lesquelles le consentement du mineur serait douteux. Le droit pénal retient donc une infraction lorsque l'auteur du comportement est un ascendant du mineur ou toute autre personne qui a une autorité sur le mineur ou qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions. Donc, dans ces trois types d'hypothèses, il y aura, alors même que le mineur a plus de 15 ans, il y aura une infraction. Ici, on estime que le consentement est douteux parce qu'en réalité, le mineur a pu donner effectivement son consentement au moment de l'acte, mais après un long travail de persuasion et d'éducation, par exemple de l'ascendant sur la personne du mineur. Et à cette occasion, il faut remarquer qu'en fait, ici, l'incrimination permet de sanctionner, sans le nommer, l'inceste qui serait accompli par un ascendant sur le mineur. Alors, on voit que l'âge charnière dans la minorité entre l'infraction qui est caractérisée quand elle est commise par un majeur sans violence et puis l'infraction qui est caractérisée quand elle est commise par un ascendant ou une personne qui a autorité, l'âge charnière, c'est 15 ans. Alors, en fait, cet âge de 15 ans, ça ne correspond pas à une sorte de majorité sexuelle. En fait, l'idée pour le législateur, c'est d'incriminer un comportement, d'incriminer le comportement d'un majeur qui voudrait avoir des relations sexuelles avec des enfants. C'est ça qu'on veut incriminer. Et donc, dans ce cadre, il y a des discussions doctrinales essentiellement pour savoir si l'âge de 15 ans est vraiment toujours l'âge qui convient. Certains proposent de l'abaisser peut-être à 13 ans, puisque cette question d'avoir des relations sexuelles avec un enfant, qui est évidemment répréhensible, compte tenu de l'évolution des mœurs, de l'adolescence, etc., peut-être se situe aujourd'hui plus à 13 ans qu'à 15 ans. En tout cas, c'est un débat qui existe dans la doctrine. Alors, par ailleurs, donc, on a bien vu que pour que l'infraction d'atteinte sexuelle sur mineur sans violence soit caractérisée, il fallait que le comportement émane d'un majeur. Et cette condition, que la personne soit majeure, ne date que de 1994. Avant que le comportement soit le fait d'un majeur ou d'un mineur, il était sanctionné. Et en fait, là, on voit quand même qu'il y a une certaine cette limitation de l'infraction à l'hypothèse où elle est commise par un majeur tient au fait d'une certaine libéralisation des relations sexuelles entre mineurs consentants. Donc, un mineur de 14 ans qui a des relations avec un mineur de 13 ans, sauf exception, sauf lien d'ascendance, etc., ne tombera pas sous le coup d'une incrimination. Alors, à présent, je voulais aborder avec vous la question un peu plus large de savoir quelle était l'incidence du cadre familial dans lequel serait commis l'acte sexuel. La circonstance qu'une infraction sexuelle soit commise dans le cadre familial ne permet jamais de disqualifier l'infraction. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que c'est dans le cadre familial que c'est permis. Et bien sûr, à ce propos, on peut citer l'exemple du viol entre époux. Le viol entre époux est réprimé par le Code pénal. Le Code pénal prend soin de préciser que l'infraction du viol est caractérisée, quelles que soient les relations entre l'auteur de l'infraction et la victime, et le législateur ajoute expressément, y compris les liens du mariage. Cela dit, la formulation est assez récente. Elle date de 2010 seulement. Et avant, et seulement depuis 2006, on considérait que le mariage emportait une présomption simple de consentement à l'acte sexuel. Donc le fait d'être marié faisait présumer qu'on avait consenti à l'acte, et c'est que si la victime arrivait à prouver qu'en réalité elle n'y avait pas consenti, qu'elle pouvait renverser cette présomption pour que la qualification de viol soit retenue. Et donc ça, c'était les textes en 2006 qui avaient été pris à la suite d'une jurisprudence dégagée par un arrêt de 1982. Vous voyez, tout ça n'est pas si ancien. Alors, aujourd'hui, aujourd'hui, le viol entre époux, vous l'avez compris, est bien sûr incriminé. Le fait que l'infraction soit commise dans le cadre familial peut même entraîner une circonstance aggravante, peut même constituer une circonstance aggravante. Et par exemple, le fait que l'infraction soit commise par le conjoint, le concubin ou depuis 2006 par le partenaire pacsé de la victime constitue une circonstance aggravante.
De même, en matière d'atteinte sexuelle, les liens de famille qui peuvent exister entre l'auteur de l'infraction et la victime vont aussi être considérés comme une circonstance aggravante. Par exemple, le fait qu'une atteinte sexuelle soit commise par un ascendant de la victime, même si les deux personnes sont majeures, va constituer une circonstance aggravante. Alors cela étant, ce ne sont pas tous les membres de la famille qui sont visés là dans le texte sur l'atteinte sexuelle, ce sont les ascendants et les personnes qui ont autorité de fait ou de droit sur la victime. Ainsi, on voit que dans les textes, tous les membres de la famille ne sont pas visés, ce qui nous conduit à parler du problème de l'inceste. Dans la première séquence de tout à l'heure, on a vu qu'au plan civil, l'inceste était sanctionné. Même si les textes n'utilisent pas ce terme, je vous ai expliqué que pour le mariage et pour le pacte, il ne pouvait pas y avoir d'union entre personnes de même famille, et en particulier entre ascendants, descendants, frères et sœurs. Et par ailleurs, je vous ai expliqué qu'en matière de filiation, quand un enfant était issu d'un inceste, on ne pouvait pas établir les deux liens de filiation. Donc on voit qu'au plan civil, il y a une sanction, en fait, de ces comportements incestueux. Au plan pénal, avant la loi de 2010, le comportement sexuel incestueux n'était pas incriminé en tant que tel. C'est-à-dire que pour chaque infraction, il y avait des circonstances aggravantes quand l'infraction était commise, par exemple, par un ascendant, mais il n'y avait pas une infraction spécifique, consacrée à la question de l'infraction sexuelle incestueuse. Les associations de protection des mineurs avaient fait valoir qu'il était tout à fait important pour les victimes notamment que cette incrimination soit prévue dans le code pénal. Et c'est pourquoi, en 2010, plusieurs textes avaient été pris en ce sens. Et là, je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, en introduction de la première séquence. C'est la loi de 2010 qui a fait donc entrer dans le code pénal la catégorie des viols et agressions sexuelles incestueux. Sauf que, depuis, maintenant vous le savez, le texte a fait l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité parce que précisément, il ne définissait pas de manière très précise les membres de la famille qui étaient visés par l'incrimination. Et aujourd'hui, on a la décision dont je vous ai parlé tout à l'heure du 16 septembre 2011, donc décision du Conseil constitutionnel qui a abrogé un texte du Code pénal qui visait notamment le viol incestueux, et une décision plus récente du 17 février 2012 qui, pour les mêmes raisons, a abrogé un autre texte du Code pénal qui avait été pris dans les mêmes conditions. Donc désormais, il faut attendre pour voir ce que le législateur fera et voir si, à cette occasion, il définira de manière plus précise les membres de la famille qui sont visés par ce type d'infraction. Pour poursuivre, on avait pensé donc, on pensait vous soumettre deux situations. En vous laissant, donc là pour ceux qui ne les ont pas lus, je vais relire la première situation, en vous laissant simplement 2-3 minutes de réflexion par rapport à tout ce qu'on a vu ensemble, simplement pour voir quelles sont les branches du droit, quelles sont les questions juridiques qui pourraient être mises en cause par ces situations, pour vous montrer que c'est assez tentaculaire en fait. Et donc, je vais d'abord vous lire la première situation, on se laisse 2-3 minutes pour réfléchir et ensuite on voit ensemble à quoi ça vous fait penser par rapport à ce que vous connaissiez déjà ou par rapport à ce qu'on a vu et puis on en parle ensemble. Donc, la première situation, alors on a essayé de prendre des lycéens évidemment, donc c'est Simon qui est lycéen inscrit en terminale L, il est très choqué parce qu'il vient d'apprendre que ses parents ont eu un accident de voiture dans lequel son père a trouvé la mort, tandis que sa mère, qui est enceinte de son deuxième enfant, est légèrement blessée. Alors, je vous propose qu'on se laisse 2-3 minutes, vous réfléchissez à ce que ça mobilise dans ce qu'on a vu, et ensuite on a un échange ensemble là-dessus. Sur Internet, j'ai deux remarques. Une première qui consiste à dire qu'il faudrait peut-être introduire dans le premier cas une problématique patrimoniale. Oui. Alors ça, c'est évidemment une question très importante, parce que selon qu'ils sont mariés, pacsés ou concubins, ça va changer beaucoup de choses. Ça ne va pas changer tous les aspects, mais ça va changer certains aspects. Alors, à votre avis, ça va, par rapport à ce qu'on a vu, notamment, le mariage changerait quel aspect? La reconnaissance de l'auteur. Et oui,
La question qu'on a ici, c'est qu'il y a un enfant qui est conçu, mais qui n'est pas encore né. C'est un enfant à naître. Que la situation de l'enfant à naître n'est pas traitée de la même manière selon les branches du droit qu'il concerne. Mais par exemple, pour ce qui est du droit successoral, puisque je vois qu'on nous indique qu'il y a des problématiques patrimoniales, le droit successoral, en fait, permet à l'enfant à naître d'hériter dès lors qu'il était conçu au moment du décès de son auteur, et dès lors également qu'il est né, par la suite, vivant et viable. Mais ça ne suffit pas, parce que pour hériter, il faut être un descendant, et pour être un descendant, il faut un lien de filiation. Et c'est là qu'intervient la question du mariage. Parce que s'ils sont mariés, la présomption de paternité va pouvoir jouer. Mais s'ils ne le sont pas, plusieurs hypothèses possibles. Soit le père avait fait une reconnaissance anténatale, ce qui est possible, soit il ne l'avait pas fait parce qu'heureusement pour lui, il ne pensait pas à cette situation dramatique en permanence et bon, il attendait tout simplement la naissance de son enfant. Et là, on a d'autres possibilités avec la possession d'État. Donc il faudra essayer de voir s'il y avait des éléments qui permettaient de manière anténatale en fait de considérer que ce monsieur avait bien un comportement de futur père à l'égard du bébé que portait cette femme. Et cette possession d'État pourrait, si il y a suffisamment d'éléments, de témoignages, pourrait convaincre un juge qui, dans ce cas-là, délivrerait un acte de notoriété. Mais il se peut aussi que la grossesse soit débutante, que personne n'était informé, même pas le père d'ailleurs, éventuellement. Et dans cette hypothèse, peut-être qu'il y aura des difficultés pour faire établir la filiation. Et à ce propos, ça renvoie à des questions qui ont été posées tout à l'heure sur la question des empreintes génétiques. Parce que si la mère veut faire établir la filiation et que, par exemple, les parents du père s'y opposent et qu'elle veut apporter la preuve génétique, on a le problème du consentement parce que bon, le père est décédé et que la loi prévoit dans cette hypothèse, c'est-à-dire dans l'hypothèse des empreintes génétiques pour faire établir un lien de filiation, la loi prévoit qu'on ne peut pas pratiquer les tests si, de son vivant, la personne n'y avait pas consenti. Alors, vous imaginez bien, enfin, je ne sais pas quelle est l'exception, je ne sais pas si vous avez fait un papier là pour dire que vous autorisiez de votre vivant, mais voilà, en réalité, il y a quand même très peu de cas dans lesquels la personne aura de son vivant consenti à ce que les tests soient pratiqués. Et à cet égard-là, je voulais vous signaler, il y a une question, là aussi, il y a une question prioritaire de constitutionnalité qui a été posée à propos de ce texte qui interdit le prélèvement d'empreintes si la personne n'a pas donné son consentement. Mais le Conseil constitutionnel, dans une décision du 30 septembre dernier, a refusé, n'a pas admis que le texte était inconstitutionnel. Donc en l'état, le texte demeure en vigueur et si le père est décédé sans avoir au préalable consenti à un tel prélèvement, on ne pourra pas y procéder. Donc là, on a vu une toute petite problématique en fait, parce qu'on a vu l'aspect patrimonial. Mais en amont, il y a un aspect pénal. Peut-être que cet automobiliste a été... il y a eu un choc avec un autre automobiliste, et donc il y a peut-être la question de l'homicide involontaire. Alors ça pose des questions pénales que je ne vais pas aborder, n'étant pas spécialiste. Mais en revanche, ça pose aussi la question de l'homicide involontaire à l'égard de l'enfant à naître. Parce que le cas ne le dit pas. Est-ce qu'elle va accoucher d'un enfant mort-né dans 3 heures ? Et donc là aussi, la chambre criminelle de la Cour de cassation a fait évoluer sa jurisprudence sur ces questions. Aujourd'hui, pour schématiser, elle considère que si l'enfant ne naît pas vivant, on ne peut pas faire valoir l'incrimination d'homicide. En revanche, s'il naît vivant et décède dans les minutes qui suivent, avec une naissance provoquée par l'accident, éventuellement l'homicide pourra être retenu. Ça pose aussi ça pourrait poser des questions en droit social, parce que peut-être que ce monsieur, il a eu son accident en se rendant au travail, en accompagnant sa femme à la gare et en se rendant au travail, auquel cas c'est un accident de trajet. Éventuellement, il y aura une rente à lui verser. Et là encore, la question, est-ce que cette rente pourra concerner l'enfant à naître ? Il y aura des problèmes au-delà de la filiation, enfin qui sont liés par rapport au nom de cet enfant, parce que si on n'arrive pas à établir la filiation, il ne pourra pas porter le nom de son père et donc pas le même nom que son frère. Il peut aussi y avoir des questions en matière de droit des contrats, parce que peut-être que ce monsieur, il avait fait un contrat d'assurance qui prévoyait
le versement d'un pécule pour son conjoint en cas d'accident, mais peut-être aussi pour ses enfants. Alors le contrat précise-t-il pour ses enfants nés ou pour ses enfants nés et à naître? Donc là, il faudra regarder comment le contrat est rédigé. Ça pose aussi la question, évidemment, de la responsabilité civile, puisque là, on a un accident de la circulation. Alors, vous le verrez, je crois que vous aurez une thématique sur la responsabilité, donc c'est un droit spécifique pour les accidents de la circulation, mais ça pose la question du préjudice subi par la mère, ici, préjudice déjà personnel, puisqu'elle a été elle-même blessée, mais aussi par ricochet, puisqu'elle subit un préjudice moral du fait de la perte de son compagnon. Et de ce point de vue-là, le statut qu'elle a, qu'elle soit mariée, concubin ou pacsée, aujourd'hui n'a plus d'incidence, mais ça n'a pas toujours été le cas. Ce n'est que dans les années 70 que le préjudice de la concubine dans de telles circonstances a été reconnu, par exemple. Donc là aussi, on voit l'incidence du statut et l'évolution du droit de la famille sur ces questions. Je ne sais pas, vous avez peut-être pensé à d'autres choses, et de toute façon, c'est évidemment très... Mais c'est pour vous montrer que toutes les incidences et dans tous les sens dans lesquels ça peut partir, et aussi de montrer qu'il y a des problématiques qui se posent à tous les coins de rue, si on peut faire ce jeu de mots sur ce cas-là. Est-ce que ça pose Alors éventuellement, bien sûr. Alors là, on a vu tout à l'heure que dans ce cas-là, on présume, là c'est l'inverse de la question des tests géniques, on présume l'accord pour le don d'organes. Donc deux choses l'une, soit il a manifesté son désaccord et dans ce cas-là, eh bien, normalement il ne pourrait pas y avoir de don d'organes, ou alors il ne l'a pas fait. Et dans ce cas-là, il pourrait y avoir effectivement un prélèvement au profit d'une personne qui est en attente de greffe. Donc la deuxième situation qui vous était soumise, c'est donc Judith, également lycéenne inscrite en terminale L, vient d'apprendre que sa sœur, inscrite en seconde dans le même lycée, est enceinte et souhaite avorter. Donc il n'est pas question de le dire aux parents, mais peut-être qu'Antoine, jeune majeur de 19 ans et responsable de la situation, pourrait l'accompagner chez le médecin en se faisant passer pour son grand frère. Alors, j'ai deux réactions qui nous sont communiquées par chat. Antoine doit l'amener au planning familial, ne pas se faire passer pour le grand frère. C'est ça. Et assumer. Bon. Alors, l'avortement sera gratuit. C'est une considération importante. Et deuxième remarque de ce collègue qui dit que le droit à l'avortement pour les jeunes filles mineures garanti au sein du planning, c'est ça? Oui, alors... Il y a quand même la question de savoir si elle a 15 ans. Mais oui, bien sûr, voilà, bien sûr. Pour l'incrimination... Et le oui, délai, bien sûr. Bien sûr. Donc vous avez raison, on va retrouver... Alors il y a la question de l'avortement, il y a la question de la sexualité... Donc ces deux points. Sur l'avortement, alors on retrouve les mêmes conditions. Donc on est dans le cas d'un avortement volontaire, une interruption volontaire de grossesse. Donc je vous rappelais, il y avait la condition du délai et la condition de l'état de détresse. Alors sur la condition de délai, donc il faut qu'elle soit dans les 12 semaines de grossesse. Après, s'agissant du consentement, c'est-à-dire de l'état de détresse, c'est la question qui était posée tout à l'heure, qui a été soulevée, du consentement du mineur. Oui, donc Camille Bourdère est revenue a évoqué le fait que c'était un sujet de droit, mais qui ne pouvait pas exercer l'ensemble de ses droits, sauf pour les actes de la vie courante. S'agissant de la santé, donc en fait deux choses à voir, s'agissant de la santé et du cas particulier de l'avortement. S'agissant de la santé, vous avez vu l'importance du consentement aux soins. S'agissant du mineur, il est précisé dans le Code de la santé publique que le médecin doit s'efforcer de recueillir le consentement du mineur. Autrement dit, évidemment, ce sont les titulaires de l'autorité parentale qui décident pour un mineur, mais il y a quand même une implication du mineur, et donc, de ce point de vue-là, le médecin doit chercher à recueillir son consentement. Il y a un cas qui est prévu aussi dans le Code de la santé publique, qui prévoit l'hypothèse où le mineur s'opposerait à la consultation des titulaires de l'autorité parentale. Ce qui est le cas ici. Dans ce cas-là, il est prévu que le médecin puisse se dispenser d'obtenir le consentement des titulaires de l'autorité parentale et pratiquer le traitement ou l'intervention si ceux-ci sont destinés à sauvegarder la santé du mineur. Et dans ce cas, le mineur doit se faire accompagner de la personne de son choix. Et on va retrouver ça s'agissant donc du cas particulier de l'IVG.
Donc là, le principe, si vous voulez, c'est les titulaires de l'autorité parentale qui consentent, néanmoins, et avec recueil du consentement évidemment du mineur, mais possibilité donc pour le mineur, la mineure en l'occurrence, de garder le secret, et dans ce cas-là, le médecin doit la convaincre de consulter. Il doit quand même y avoir un effort pour convaincre par le médecin, la personne, la mineure, de consulter la personne titulaire de l'autorité parentale. Si ceci ne fonctionne pas, dans ce cas-là, l'acte peut être réalisé et on rajoute qu'elle doit être accompagnée de la personne majeure de son choix, donc ce pourrait être Antoine. Alors, il y a aussi quelques éléments spécifiques pour l'IVG sur mineurs qui sont destinés à s'assurer de la qualité du consentement, la validité du consentement. Autrement dit, il y a un entretien préalable qui est rendu obligatoire pour les mineurs, ce qui n'est pas le cas pour les personnes majeures. Sinon, il y a une condition de délai, mais ça qui s'applique à tout IVG, entre la première consultation du médecin et d'un délai d'1 semaine, de façon à confirmer le consentement, avec une seule hypothèse où on peut déroger à ce délai, qui est si on risque de passer hors du délai légal pour l'IVG de 12 semaines. Et il y a une autre spécificité s'agissant des mineurs, c'est pour la suite, après l'interruption de grossesse pratiquée, une deuxième consultation ayant là pour but une nouvelle information sur la consultation. Et là, elle doit être obligatoirement, cette deuxième consultation, proposée pour les mineurs. Bon. Alors, il y avait un autre élément qui est la dimension droit pénal, c'est-à-dire le comportement sexuel d'Antoine. Et là, vous avez raison, vous avez bien souligné qu'on avait un doute sur... on manquait de précision sur l'âge, donc... comme vous l'avez vu tout à l'heure, la distinction c'est moins de 15 ans ou plus de 15 ans. Donc si elle est... Je précise parce qu'ici on imagine qu'elle était consentante. Parce que si elle n'est pas consentante, de toute façon, il n'y a pas le problème de l'âge. On tombe sous le coup de l'agression sexuelle. Absolument. Donc si elle a moins de 15 ans, donc si elle est considérée comme très jeune, on va être dans l'hypothèse que tu évoquais tout à l'heure. Oui, qui est de l'atteinte sexuelle sur mineur sans violence, puisque lui est majeur, en fait. Voilà. Je crois que c'est important d'imaginer ça, parce que là, Antoine et cette fille n'en ont absolument pas conscience, bien évidemment. On peut tout à fait imaginer ça. Voilà. Bon, après, si elle a plus de 15 ans révolus, là, la seule hypothèse où on tomberait sur une incrimination, c'est si Antoine, 19 ans, avait un lien d'autorité. Alors, bon, là, on ne va pas imaginer, donc 19 ans, donc ça n'est pas un ascendant. Maintenant, il peut, par son rôle à son égard, avoir un ascendant, si c'est un entraîneur sportif. Voilà. Par exemple. Voilà, oui, là. Oui, je pense. Voilà. Eh bien, écoutez, chers collègues, il ne nous reste qu'à remercier chaleureusement Madame Camille Berdernino et Tatiana Grundler pour leur bien précieuse contribution à notre travail de réflexion dans le cadre de cette formation proposée par l'Académie de Versailles. Merci également à vous, merci à tous ceux qui nous suivent avec fidélité.